Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, maintenant je continue encore sur l'année 2013, une partie de l'année 2013. Et sans trop tarder, je vous montre directement la pochette en question. Payback 2013. Donc oui, ça c'est le tout premier Payback qu'il y a eu à la WWE. Si vous me direz les autres années, on remarque que dans les années 2010, il y en a vraiment eu. Donc 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à l'année 2020, donc 2021, 2022, je crois qu'il y a eu, ou je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu, hein. Voir à vérifier, mais bon, je ne sais pas trop me prendre la tête, faut pas que je veux prendre la tête à ce point-là. Donc là, on voit les doubles affrontements entre CM Punk, Chris Jericho et le main event John Cena Ryback. On voit le combat d'ambulance, le match entre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler, le couronnement des Jelly et l'affrontement Punk-Jericho. Il est en français, il dure 2h53. Voilà, donc tout d'abord je vais commencer par le tout petit bonus, mais vraiment toute petite. Et ça va être très très courte, car ils n'ont pas mis le kick-off, enfin le pré-show, appelez ça comme vous voulez. Mais le bonus, ça c'est entre CM Punk et Paul Heyman qui discutent un payback, justement, dans les vestiaires. Je me rappelle que CM Punk disait à Paul Heyman, certes, je ne suis pas ton client, il n'y a que Curtis Axel qui est ton client, Brock Lesnar qui est ton client, et aujourd'hui, on sait que c'est Roman Reigns son client, et que CM Punk fait comprendre à Paul Heyman, me traite pas comme si j'étais ton client, car pour moi, tu es mon meilleur ami. Tu es tout simplement mon ami. Voilà, tu es un ami le plus précieux au monde, celui qui a cru en moi. Donc il disait à Paul Heyman. Parce qu'il faut savoir, c'est que CM Punk, à cette période-là, il savait que son run n'allait pas tarder à s'estomper. Donc il le savait directement. Et qu'il avait plus le temps à compter à la WWE. Car après, c'est disparition immédiate dans le monde du catch. Tenter sa carrière en MMA, mais vous savez bien que sa carrière en MMA n'est pas glorieuse. Il s'avérait très prometteur, mais il n'a pas eu la carrière qu'il mérite, à cause que il s'est souvent des fois blessé, ou encore il perd face à des no-name, donc ceux qui ne sont pas des gros noms du MMA. Bref, il avait énormément du mal. Il aura tenté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, l'histoire du Shield et de la team Elno avec Randy Orton. Alors, de l'histoire avec le Shield, team Elno et Randy Orton, je me rappelle avec les petites erreurs qu'il y a eu entre Daniel Bryan et ses coéquipiers. Par exemple, quand il sentait la victoire au bout des mains, des fois, ça continuait le match et ça continuait avec Daniel Bryan qui commet une erreur. Il a commis une erreur avec Kane. Donc il a fait une petite erreur avec lui. Ou encore quand il faisait équipe avec Randy Orton avec justement Kane. Je me rappelle quand Randy Orton voulait faire un RKO sur l'un des membres du Shield. Il a témise Daniel Bryan par accident. Ou encore quand Daniel Bryan voulait faire son running dropkick du coin. Il vise le mauvais adversaire, il vise Randy Orton par accident. Et que c'est là où Daniel Bryan commence à devenir parano en disant est-ce que vous trouvez que je suis le maillon faible de l'équipe? Donc il commençait vraiment à être parano, il se posait énormément de questions, est-ce que c'est un maillon faible, oui ou non? Kane le convainc qu'il n'est pas le maillon faible, car entre lui et Daniel, Kane lui couvre ses arrières. Et que Daniel Bryan lui jette du tort à Kane. Et c'est là, lors d'un épisode de Raw, dans un Miss TV, où le team Elno se sépare. Et du coup, ça laisse Daniel Bryan tout seul.
Tandis que les gens chantaient Yes et que lui chantait No, eh ben on allait comprendre que il allait pas tarder à changer. Vraiment, vraiment, vraiment pas tarder à changer de recap. Donc il laisse tomber le côté No pour laisse place à son côté Yes, comme en 2011 et 2012. Et lorsqu'il faisait équipe avec Randy Orton, eh ben Randy Orton disait à Daniel Bryan, je n'aime pas mes autres adversaires, mais je ne t'aime pas toi. Donc il n'aime pas Daniel Bryan, mais qu'il est obligé quand même de faire équipe. Et que c'est là où le heel turn de Randy Orton n'allait peut-être pas tarder à arriver, parce qu'on sentait le heel turn presque à des petits kilomètres. On sait que Randy Orton est capable de trahir n'importe qui sans qu'on s'attend grand-chose. Et que je me rappelle que Daniel Bryan voulait former l'équipe avec Randy Orton, RK No. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Moi, oui. Moi, oui. J'ai déjà entendu parler. J'ai déjà vu à la télévision. Et on verra dans ce show. Donc, tout d'abord, le kick-off entre Sheamus et Damien Sandow. Même si, lors d'une promo à SmackDown, Damien Sandow disait qu'il veut battre le guerrier celte Sheamus pour prouver qu'il n'a pas peur des types comme lui, eh ben, il a eu tort, malgré qu'il s'est très bien défendu, Damien Sandow. Mais faut pas déconner, Sheamus reste au-dessus, malgré qu'il n'est pas champion, ou peu importe si les chances contre lui se jouent à n'importe quel moment. Mais c'est victoire de Sheamus avec un Brogue Kick. Donc pour ce match-là, je lui mets 3,20. Ensuite, la carte principale, mais cette fois-ci un match triple menace pour le titre intercontinental. Curtis Axel accompagné par Paul Heyman contre le Miz, contre Wade Barrett. Alors, bon match triple menace et aussi match très sérieux dans la carrière de Curtis Axel. Car vous ne le savez pas, mais c'est là où il remporte son premier titre solo. Même si je sais qu'il a déjà été champion par équipe par le passé, mais ça c'était en tant que Michael McGillicuddy. Mais là c'est match solo. Et que on raconte son palmarès, comme quoi il aurait battu Triple H, mais sauf que il a battu Triple H par forfait. Ou encore quand c'était John Cena, eh bien, il a battu... il n'a pas battu clean, mais il a battu soit par des comptes extérieurs, ouais, des comptes extérieurs, ou... je crois que c'est 2 fois. Hein. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus, pour être honnête. Mais bon, faut dire que ce sont des victoires qu'il a gagnées pour des prumes. Voilà, il a gagné ça juste pour des prumes et rien de spécial derrière. Et que là, en match solo, eh ben, il peut prouver qu'il peut défier que ce soit Barrett ou le Miz, même s'il se fait rocher à chaque match, parce qu'à chaque fois quand c'est Wade Barrett qui revient à l'attaque, eh ben, il l'éjecte en dehors du ring, et quand c'est le Miz, eh ben, il l'éjecte en dehors du ring. Tandis que le Miz fait des fois ses prises habituelles pour revenir à bout de Wade Barrett, tandis que Wade Barrett se défend plutôt pas très mal, et qui veut prouver qu'en tant que champion, il va pas se laisser dominer. Mais à la fin du match, il va se laisser dominer par le Miz, qui lui fait un figure four, et qui veut que Wade Barrett abandonne. Et c'est là où Curtis Axel, rusé petit gueudon, voit la scène de plus près. Il attend que le Miz baisse la tête, ou alors qu'il se couche, pour qu'il fait le tomber discrètement sans qu'il s'en aperçoive. Et du coup, c'est Curtis Axel qui remporte le match suite que le Miz fait un figure four et que Wade Barrett n'était pas décidé à abandonner. Donc, premier titre intercontinental de la carrière de Curtis Axel, qui lui rappelle le temps de son père lorsqu'il était champion intercontinental lors de son vivant et de sa grandeur.
Donc, il est fier d'être champion intercontinental. Et à la fin, ben, il regarde le ciel, l'air de dire ça y est, papa, je l'ai fait pour toi. Donc, c'était beau. C'était beau pour lui, mais qui ne va pas rester champion intercontinental éternellement, hein, malgré lui. Ce match-là, je lui mets 3,5. Je lui mets 3,5. Et ensuite, un match qui figure déjà dans les meilleurs pay-per-view de 2013, et c'est des matchs. AJ Lee accompagné par Biggie Langston contre Kathleen. Dans un match simple, bien sûr, pour le titre des Divas. Alors, ce qui se passait pendant pas mal de jours ou de semaines, eh ben, Kathleen ou Biggie Langston voulait draguer Kathleen pour sortir avec, mais sauf que c'était une ruse de la part d'AJ Lee qui lui fait une promo, et bien sûr, Kathleen, en étant impuissante, ne sait pas quoi dire à AJ, vraiment pas du tout, et qu'il lui dit à Kathleen que ce n'est qu'une ordure, que c'est, on va dire, une faiblarde, une qui est sensible, qui est fragile, bref, qui est délicate. Donc elle disait ça à Kathleen, et que Kathleen a remporté le titre, je ne sais plus depuis quand, mais je sais bien que le titre n'a pas été utilisé très longtemps en 2013. À part quand c'est Jelly, là c'est sûr ça a été du tonnerre. Et que je me rappelle que AJ Lee, lors d'une promo, eh ben, elle taclait à chaque fois Kathleen. Mais bien sûr, Kathleen veut jouer les courageuses en essayant de se défendre. Mais les paroles de AJ les a bien atteints. Donc on passe directement au match. Petite provocation de AJ Lee en faisant, on va dire, un genre de baiser de la mort. Mais sauf que Kathleen ne veut pas, on va dire, céder à ce baiser de la mort. Bien sûr, c'est une expression, hein. Quand elle fait ça, ça veut dire que c'est peut-être la fin, ou pour narguer. Donc on a compris que AJ est tout aussi dérangée. Bien sûr, elle a tout à fait pas changé. Mais elle est toujours aussi déjantée, dérangée. Bref, ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Et je crois que un coup qu'elle dominait, eh ben, des fois c'est Kathleen qui dominait et qu'elle veut prouver qu'elle est là. Et qu'elle peut battre AJ à n'importe quel moment. Je m'en rappelle qu'elle aura fait son spear, qui est son finish à Kathleen. Bref, un spear qui a énormément été utilisé par de nombreux catcheurs, qui ont fait leur arme de fabrique. Il y en a qui ont eu du succès, il y en a, c'est un petit peu sous-coté ou sous-estimé. Eh ben, elle pensait pouvoir faire la différence, mais non. AJ est encore là. C'est impossible à en terminer avec elle. Elle essaie de tenter son deuxième fois son spear, mais sauf qu'elle se fait allumer et que AJ a su comment contrer, et qu'après, si je crois bien, elle fait son fameux Black Widow, donc la veuve noire. Donc elle fait sa prise finish et elle veut s'assurer qu'elle abandonne. Je me rappelle, ça a duré un petit long moment jusqu'à ce qu'elle décide d'abandonner. Donc, victoire de AJ Lee, qui remporte le titre, et ce match-là en description. Voilà, c'est fait. Et après la perte de son titre, Kathleen, elle se met à pleurer, toutes les larmes de son corps, et c'est là où Layla essaie de la consoler, mais c'était peine perdue. Donc elle part en étant en larmes, avec au moins une amie, soi-disant fidèle, à ses côtés. Quand je dis fidèle, ça veut dire que c'est pas si fidèle à ce point-là. Voilà, il y a une ruse qui trame. Toujours une ruse qui trame. On passe au match suivant, mais cette fois-ci pour le titre des États-Unis. Dean Ambrose contre Kane. Voilà. Alors, c'est pas non plus très dynamique, même si Kane veut, on va dire, devenir champion des États-Unis. Je ne sais pas s'il a déjà été par le passé, mais il me semble qu'il n'a jamais été dans sa carrière, Kane. Mais en tout cas, il voulait le devenir. En battant Dean Ambrose, peut-être. Mais il ne faut pas sous-estimer Ambrose, parce que Ambrose ne va pas céder. Il ne va pas céder, vu comment, face à la tentation, il peut
normalement en venir à bout de ses adversaires. Et il prouve une nouvelle fois qu'il peut survivre face à son adversaire. Il peut prouver cet effet-là. Il a voulu tenter son Dirty Deeds 1.0 ou 2.0, appelez ça comme vous voulez. Sauf que ça n'a pas suffi. Kane voulait faire son Chokeslam, mais ça a été contré. Un coup, ça joue à l'extérieur. Voilà, pendant un long moment, il y en a qui se font compter. Même si Dean Ambrose, il fait son Dirty Deeds, après il remonte dans le ring. Et jusqu'au compte de 10, eh ben, Kane perd par des comptes. Donc victoire d'Ambrose, certes, ce n'est pas une victoire clean, mais il remporte le match. Donc le champion reste toujours champion. Et ce match-là, je lui mets 3,40. Peu importe l'étendue, mais je mets ça. Ensuite, il y a un autre match, mais je ne sais pas s'il figure là. Je n'ai pas vu la liste des matchs en 2013. Hein. Pourtant, je sais que je les ai cités, mais moi, un coup que je les cite, je prends même pas la peine de faire un capture d'écran pour voir. Ah oui, c'est vrai, je l'ai noté. Non, celui-là, je l'ai pas noté. Ah oui, celui-là, je l'ai noté. Vous voyez, le genre de questions comme ça. Donc, pour le titre du monde poids lourd, Alberto Del Rio accompagné par Ricardo Rodriguez contre Dolph Ziggler, accompagné par AJ Lee et Biggie Langston. Plus court, Biggie. Là, le match très dynamique. Vraiment, vraiment très dynamique. Et que Dolph Ziggler veut prouver que c'est un champion combatif, malgré qu'il a été mis sur la touche pendant presque un mois à cause d'une commotion cérébrale ou une blessure à la mâchoire. Excusez-moi. Ouais, quand je sens que j'ai envie d'éternuer, ben, j'essaie de me faire automatiquement discret. Même si c'est pas facile. Peut-être un petit rhume, ça peut arriver. Et ce que je me rappelle, c'est que Alberto Del Rio va se montrer très brut avec Dolph Ziggler. Il va se montrer vraiment très brut. Il va notamment faire des super kicks à répétition. Ou encore une souplex modifiée de la 3e corde. Et heureusement qu'il n'y a que Dolph Ziggler pour s'en relever de cette prise-là. Parce que si on n'est pas préparé, eh ben, on peut perdre lamentablement. Mais avec Dolph Ziggler qui sait s'en relever. Et on sentait le face turn arriver de Dolph Ziggler. Hein. Même si c'est depuis qu'il a gagné le titre du monde poids lourd, il commence à se faire acclamer et adorer. Là, c'est sûr que le face turn n'était pas loin. Et que pour Alberto Del Rio, son heel turn, vraiment, vraiment très très proche. Hein. Ah, parce que je me rappelle en plein match, on sifflait Del Rio et on encourageait Dolph Ziggler. Je crois que ça a été fait exprès. Hein, parce que pour ce que Alberto Del Rio devait se faire siffler, je pense que ça a été fait exprès. Vu comment on voyait quelque chose en Dolph Ziggler, peut-être une source de réussite. Ça reste à voir pour certains. Et d'autres, ben, un champion haïssable à la personne de Alberto Del Rio. Même s'il n'est pas encore champion. Mais il va le devenir. Je me rappelle que des Cross Breakers tentés, mais Dolph Ziggler ne va pas abandonner. Et à la fin, donc je passe directement au finish, un coup que Dolph Ziggler ne peut plus répondre face à la fureur et la furie de Alberto Del Rio, et ben ce dernier, et ben il fait un super kick dans la tête de Dolph Ziggler, donc balle dans la tête, et il remporte le match. Donc il remporte par tombée. Donc victoire d'Alberto Del Rio, nouveau champion. Celui-là aussi, je ne sais pas si je l'ai noté, mais il me semble que j'ai déjà noté, c'est pas possible. Il y a tellement trop de matchs. Oh là là, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je vous cache pas, c'est tellement terrible. Mais c'est victoire de Del Rio. Et à la fin, je sais que Ricardo Rodriguez, il fait une promo pour accueillir notre nouveau champion. Voilà, Alberto Del Rio. Voilà. Au revoir et merci. Et maintenant, un match retour.
Oui. Un match retour de 2012, que ce soit WrestleMania, la revanche de WrestleMania 28 ou d'Extreme Rules. Eh ben, CM Punk, accompagné par Paul Heyman, contre Chris Jericho. Et qu'il a été mis sur la touche pendant presque 2 mois. Il a été mis sur la touche pour ça. Et que, je me rappelle, lors d'une promo à Raw ou lors de Jericho Highlight Reel, eh ben, Chris Jericho provoquait Paul Heyman pour faire ramener CM Punk parce qu'il voulait l'affronter tout simplement. Et que Paul Heyman dit que son client ne saura pas se présenter car il est toujours chez lui à Chicago et qu'il n'a pas encore l'envie d'y venir parce qu'il a besoin de réfléchir pour voir si il va revenir ou pas, parce qu'il doutait réellement pour son avenir à la WWE. Et qu'à un moment donné, il accepte. Paul Heyman, il accepte qu'il affrontera CM Punk à Payback, en plus à Chicago, donc chez CM Punk. Et bien sûr, Chris Jericho, il accepte. Et il lui dit à l'oreille de Paul Heyman en disant t'as intérêt à dire à CM Punk que lorsqu'il aura battu à Payback, il ne sera plus jamais, jamais, jamais le même. Donc c'est l'heure de vérité à Payback. Et que CM Punk, lorsqu'il est chez lui, toujours accueilli comme un messie, tandis que Jericho, ben, c'est un peu l'ennemi juré de CM Punk et des fans de Chicago. Donc pour ça, ben, il est dans un territoire ennemi. Même si forcément Chris Jericho n'en a rien à foutre d'être dans un territoire ennemi ou amical. Bref, ça dépend l'étendue qui lui joue. Et il attend impatiemment l'entrée de CM Punk. Finalement, CM Punk, il fait son entrée, il fait son retour chez lui. Et bien sûr, ce ne sera pas son dernier match. Pas comme à All Out 2022. Donc ce ne sera pas son dernier match. Car si vous vous souvenez, ou si vous savez bien, et en plus j'ai fait une review dessus, au Royal Rumble 2014, c'est sa dernière apparition. Et après, ben, il se casse et il dit bye bye la WWE et je vous emmerde. Et que là, ça démarrait tranquillement, un peu, on va dire, de l'intensité dans les regards des deux. Mais ils se donnent à fond. Vraiment, ils essaient de se donner à fond. Ils veulent prouver à quel point qu'ils ne jouent pas. Surtout Chris Jericho qui veut prouver qu'il est meilleur que CM Punk. Mais CM Punk prouve à qui veut l'entendre que c'est lui le meilleur au monde. Et comment dire, vu comment on sait bien qu'on a 2 meilleurs au monde, qui sont meilleurs sous le ring, aussi au micro. Après, dans le point de vue personnel, ça dépend s'ils sont les meilleurs ou pas. Et que je me rappelle que Chris Jericho, ben, il avait, on va dire, contrer un go to sleep ou encore se relever d'un go to sleep, contrer un Anaconda Vice ou attraper les cordes avant qu'il était prêt à taper pour le Anaconda Vice. Quand c'était Jericho, ben, lui veut faire un codebreaker sur CM Punk, mais sauf que CM Punk s'en relève. Dans Wars of Jericho, CM Punk ne va pas abandonner car il ne veut pas perdre chez lui. Et il est un peu comme ça, hein. Quand c'est chez lui, il veut pas perdre, tout simplement. Parce que si jamais il perd, eh ben, ça le déplaît, ça le déplore fortement. Donc il refuse de perdre catégoriquement chez lui. Et à la fin, je me rappelle un premier go to sleep. Chris Jericho tient encore debout, même s'il est positionné en coin. Un deuxième go to sleep, donc ça fera, on va dire, 3 go to sleep. Et ben il arrive à battre Chris Jericho. Donc finalement, Chris Jericho n'arrivera pas à battre CM Punk quand il s'agit de matchs de haute volée.
Mais après, faut dire, il est aussi tellement bon. Hein, donc, faut pas le sous-estimer non plus. Ce match-là, je lui mets un 3,80. Je lui mets ça. J'ai fort, fort, fort adoré. Je ne sais pas si vous avez adoré, mais moi, j'ai bien apprécié. Voilà. Et maintenant, je passe au match suivant. Plus que deux et c'est terminé. Donc, match par équipe pour les titres, justement par équipe. Le Shield, Roman Reigns et Seth Rollins, contre l'équipe qui ne verra jamais le jour. Surtout le nom, ça ne verra jamais le jour. Donc, RK-No. Donc, ça ne verra jamais, jamais, jamais le jour. Mais, bon. Randy Orton et Daniel Bryan qui affrontent le Shield. Donc, de la brutalité, changement rapide du côté du Shield, tentative de coopérer entre Daniel Bryan et Randy Orton malgré leurs différends. Mais bon, ils essayent de faire mieux que les derniers matchs précédents. Vu comment Kane a un peu lâché Daniel Bryan. Ouais, parce que l'équipe s'est dissoute au moment où Kane arrête d'être derrière Daniel Bryan. Et pourtant, on sait bien que cette équipe, ils ont l'habitude de se disputer constamment. Parce qu'il faut dire, c'est un peu le gagne-pain de la Team Elno. Hein. Ils adorent se disputer. Ils adorent faire copain-copain. Donc, ils adorent se disputer copain-copain. Bref, c'est du à toi à moi. C'est du bouffage du nez. Donc, ils se bouffent tous les deux le nez. Tandis que Randy Orton et Daniel Bryan, ben, c'est complètement différent. Celui-ci dit qu'il n'aime pas Daniel Bryan. Et ce dernier dit qu'il n'a pas confiance en Randy Orton. Donc, ils essayent de tenter, mais ça ne passe pas face à la fugue de Seth Rollins et de Roman Reigns. Et si je crois bien, c'est soit Daniel Bryan ou Randy Orton qui va subir le spear de la part de Roman Reigns. Et c'est le Shield qui remporte le match. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté ou... Putain. Ouais, il me semble que j'ai déjà noté, mais je ne sais plus. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, hein, si je l'ai noté ou pas. Hein. Mais bon, tant pis, je me cède, je le mets 3,50 d'office, je le mets ça. Et là, maintenant, match pour le titre de la WWE, de 3 étapes de l'enfer. Donc tout d'abord, il y a eu le premier Lumberjack match. Bien sûr, c'est entre John Cena et Ryback. Et que dans un Lumberjack match, on sait bien qu'il y a des face et des heels. Des fois, ça peut avantager le face ou le heel. Et ce sera leur dernière feud en solo. Car celui qui remporte officiellement la rivalité, c'est John Cena à 100%. Donc il montre à quel point que Ryback ne sera jamais, on va dire, en mesure de battre John Cena, que ce soit pour un titre mondial ou pour autre chose, car le pauvre, il s'est fait enterrer par John Cena, peut-être parce que Ryback, il a peut-être une grande gueule, parce que, comme j'ai dit dans la review de Extreme Rules, c'est parce qu'il a une grande gueule s'il n'a pas réussi à battre les plus grands. Et surtout, comme je vous ai dit, lorsqu'il dit que John Cena est un cancer pour la WWE, même pour les catcheurs, c'est un poison, vraiment c'est quelqu'un de très toxique. La preuve par là que les deux ne se respectent pas du tout. Quand on les voit sous le ring, on se dit, si ça se trouve, ils essaient de faire les choses amicalement, ou dans les coulisses, ça se trouve, leur relation est peut-être amicale. Eh bien, pour Ryback, ce n'est pas le cas. Bon, après, il y a forcément se faire une raison. Hein. Si John Cena déteste Ryback pour de vrai dans la vraie vie, c'est parce que peut-être qu'il avait rejoint la Nexus et qu'il n'a pas oublié à quel point il a enterré les bandes de jeunes. Ou encore parce que Ryback lui a dit des trucs qu'il ne fallait pas. C'est un peu, je crois, avec le cas de Dolph Ziggler ou d'un autre catcheur. Si jamais on dit du mal sur John Cena, je sais pas, tu dis un truc de très mauvais, ou encore avec Randy Orton, si jamais on fait au moins une erreur ou
un mot de travers, des fois les esprits peuvent s'échauffer et partir en confrontation immédiate. Hein. Et que lorsqu'on s'en prend un gros name, donc un gros nom du catch, eh ben forcément, qui a le dernier mot politiquement en coulisses peut décider le sort du catcheur. Hein. Des fois, ça peut être une punition. Et la punition, c'est des fois humiliant et l'addition est salée. On peut tomber en bas de l'échelle. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un petit peu vrai. Dans le monde du catch, c'est un peu comme ça. Si jamais vous dites un truc de travers, ou encore si jamais vous n'êtes pas d'accord sur des points où la personne ne s'en rend compte que c'est, on va dire, une bonne ou une mauvaise chose, il faut le faire avec. Et peut-être qu'un jour, vous avez des chances de vous relever. Pas toujours, hein. Eh bien, ça a été un petit peu le cas pour Ryback. Mais après, pour Dolph Ziggler, il a su remonter la pente. Donc, il est remonté en haut de l'échelle parce qu'il a fini en bas de l'échelle. Mais ça peut arriver, hein. Et qu'à un moment donné, il faut fermer sa bouche pour éviter les répercussions. Donc, dans ce Lumberjack match, c'est Ryback qui remporte la confrontation. Car, voilà, tout simplement, il remporte la confrontation avec un shell shock. Et maintenant, la deuxième étape, c'est un match en table. Donc, les deux s'affrontent dans un match en table. Et qu'ils ont préparé la table, forcément. Ryback voulait faire son shell shock pour le faire passer à travers la table. Mais sauf que John Cena ne va pas se laisser embarquer par le shell shock. Et qui lui fait un attitude adjustment, donc le double A, pour faire passer à travers la table. Mais sauf que Ryback n'étant pas content, malgré qu'il est détruit, eh ben, il veut affaiblir John Cena en le faisant passer justement à travers la table. Voilà, donc il a compris un truc. Et lorsqu'il voit l'ambulance arriver, eh ben, il décide de prendre John Cena, j'allais dire Jim, mais non, c'est John Cena, pour emmener dans l'ambulance. Et c'est là où les deux commencent à s'affronter près de l'ambulance. John Cena se défend, Ryback se défend. C'est un combat de coq entre les deux hommes forts. Et une portière s'est arrachée. C'est quand John Cena envoie Ryback dans la portière et que la portière s'arrache carrément. Et après, un coup que Ryback était un peu affaibli et John Cena aussi, eh bien, il décide de prendre le phare de camion de l'ambulance pour frapper John Cena. Donc c'est là où il se reçoit un coup. Et après, près du toit, je crois qu'il voulait faire un attitude adjustment, mais que Ryback voulait faire son shell shock. John Cena contre, et cette fois-ci, il porte son double A. Et suite au double A, eh ben, le toit se casse. Donc le toit de l'ambulance se casse. Et c'est John Cena qui remporte la confrontation parce que Ryback est rentré dans l'ambulance. Normalement, la stipulation de l'ambulance, on met quelqu'un dans l'ambulance et démarrer tout de suite l'ambulance direct. Eh ben là, non. Tu enfermes quelqu'un, c'est la fin de match direct. Donc, c'est victoire de John Cena. 2 points à 1 point. Parce qu'au début, ils étaient à 1 pour Ryback, 0 pour John Cena. Et quand John Cena remporte le match en table, eh ben, c'était 1 partout, balle au centre. Et c'est John Cena qui finit avec 2-1. Donc, c'est victoire de John Cena. Ce match-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même un tout petit peu apprécié. C'est pas l'un des très mauvais, c'est pas un des très mauvais matchs, mais il est loin d'être le tout meilleur. Donc il a un tout petit peu meilleur main event, mais c'est pas le grand masterclass quoi. Donc ce match-là, je lui mets allez 3,60, je lui mets ça. Et c'est la fin de cette review. Donc pour commencer, ben, je vais achever directement la note. Pour les matchs, les bonus, les scènements promo et l'ensemble, je lui mets un 4. Je lui mets un 4, tout simplement.
et je décide d'arrêter cette review. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.